Et nous avons voulu donner une carte blanche à une personnalité engagée, à un militant célèbre qu'on ne présente plus, qui est journaliste, écrivain, militant antispéciste engagé et qui est l'un des fondateurs du Rassemblement des écologistes pour le vivant. Et aujourd'hui, nous, la question du rapport des êtres humains, des Européens à leur écosystème, du vivant à cet écosystème, ça nous intéresse. Et donc on a voulu donner la parole à Aymeric Caron et on le remercie chaleureusement de venir aujourd'hui pour s'exprimer sur ces questions. Merci beaucoup Aymeric. Bonjour à tous, à toutes. Je souhaiterais tout d'abord remercier chaleureusement Benoît Hamon, Pascal Cherki, Guillaume Balas pour leur invitation à cette convention du mouvement Génération. Parce que, au-delà de nos différences, sur lesquelles nous aurons sans doute tout le temps de nous entretenir dans les mois qui viennent, Génération et le Rassemblement des écologistes pour le vivant partagent le constat essentiel qu'une révolution écologique est aujourd'hui le seul horizon politique sérieusement envisageable. Toutes les autres offres ne sont que gesticulations, soubresauts, convulsions d'un corps politique malade. Un corps cacochime, incapable de comprendre l'urgence, incapable d'entendre la souffrance des vulnérables et des victimes, incapable surtout d'entreprendre l'ère de la responsabilité. La seule voie possible aujourd'hui, comme l'affirmait déjà le philosophe allemand Hans Jonas il y a 40 ans. On a coutume de dire que ceux qui nous gouvernent sont justement en responsabilité. Et bien pourtant, nos gouvernants nous démontrent chaque jour qu'ils sont au contraire en irresponsabilité. Obsédés par des objectifs de petits banquiers, de grands bourgeois, englués dans les repères d'un temps ancien que sont la croissance et le PIB, formatés au productivisme effréné, ceux qui nous dirigent depuis des décennies, nous mènent à la catastrophe, ignorant tous les signaux d'alarme. Un jour, ces hommes et ces femmes d'État qui contribuent à l'accroissement des inégalités, à l'effondrement de la biodiversité, au réchauffement climatique, à l'érosion des sols, bref, qui mènent le vivant à sa perte, auront à répondre de leurs actes devant le tribunal de l'histoire. Macron, coupable. Hollande, coupable. Sarkozy, coupable. Et tous les autres avant eux, qui plaideront sans doute l'ignorance. On ne savait pas. L'excuse pouvait encore passer il y a 15 ans, elle est plus crédible un seul instant aujourd'hui. L'ère de la responsabilité doit aussi être celle de l'empathie. L'empathie pour les humains, les non-humains et le vivant en général. Alors l'empathie, c'est vrai, c'est un mot nouveau en politique, un mot pourtant essentiel. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place d'un individu pour comprendre ce qu'il peut éprouver. C'est l'empathie qui nous oblige aux politiques de solidarité. C'est l'empathie qui nous oblige à défendre les services publics. C'est l'empathie qui nous oblige à l'égard des réfugiés. C'est l'empathie qui nous oblige aussi à permettre à tous les animaux non humains sensibles de vivre une vie décente. Et ceci m'amène à vous expliquer en quelques mots les fondements idéologiques de notre mouvement, le Rassemblement des écologistes pour le vivant, qui vient peut-être de naître puisque nous n'avons que 4 mois d'existence. Le rêve a vu le jour autour de la conviction qu'il est indispensable, en ce début du XXIe siècle, de défendre une nouvelle approche de l'écologie, qui se distingue en de nombreux points de l'écologie qui est actuellement prônée par les formations politiques qui se réclament de cette sensibilité. L'écologie dont on nous parle depuis 40 ans en France est une écologie anthropocentrée, mathématique et utilitaire. Eh bien, il nous semble que ce modèle est dépassé. Nous lui substituons une écologie antispéciste et métaphysique. L'écologie à laquelle on a été habitué, c'est-à-dire en gros l'écologie d'Europe Écologie Les Verts, affirme qu'il faut prendre soin de la planète afin de sauver l'humanité. Nous devons protéger les forêts, les fleuves, les mers, l'atmosphère pour nous sauver nous-mêmes, humains. Il est exigé que nous pensions aux générations futures, ok, mais uniquement aux générations humaines. Cette écologie voit donc la nature comme un outil au service de l'homme. La vie des animaux, des arbres n'a donc
aucune importance en tant que telle, elle ne compte qu'en fonction de l'utilité que nous, humains, pouvons en retirer. Alors c'est une écologie que moi je qualifie d'écologie mathématique parce qu'elle ne fonctionne que par quotas. Quotas de pêche, quotas de chasse, quotas d'émissions de CO2, etc. Les animaux non humains n'ont aucune importance en tant qu'individus. Ce sont des variables interchangeables. Si un ours est tué dans les Pyrénées, on le remplace par un autre. C'est leur nombre global qui compte et non la vie de chacun des individus qui composent le nombre. Eh bien, cette écologie que nous contestons, nous l'appelons l'écologie molle. Le rêve défend une écologie différente que nous nommons écologie essentielle. C'est une écologie antispéciste qui reconnaît à chaque parcelle de vivant une valeur intrinsèque indépendamment du profit que nous, humains, pouvons en tirer. C'est la raison pour laquelle nous prenons la fin de toute forme d'exploitation animale, puisque nous considérons que tous les animaux non humains sensibles ont le même droit de vivre que vous et moi. En ce sens, notre écologie est métaphysique car elle demande que nous repensions notre rapport au monde. Cette écologie antispéciste est, nous en sommes persuadés, la seule pensée révolutionnaire aujourd'hui, le seul corpus novateur à la hauteur des révélations scientifiques de l'après-guerre. Je parle des révélations de l'éthologie, de la paléoanthropologie, des neurosciences, de la biologie moléculaire avec par exemple la découverte de l'ADN. Est-ce qu'on va rester sourd encore longtemps à ce que nous apprenons chaque jour sur le vivant et qui nous demande de déconstruire bon nombre de nos certitudes à son sujet? L'antispécisme s'impose comme une révolution idéologique semblable à la révolution copernicienne. Et sur le plan politique, je ne crains pas d'affirmer que l'antispécisme est le marxisme du XXIe siècle. Alors je sais, j'imagine bien qu'un tel propos doit vous surprendre. Alors j'aurai pas le temps ce matin de développer cette idée comme il le faudrait, mais je vous expliquerai simplement que nous pensons que la seule politique qui soit digne de respect est celle qui remplace partout où c'est possible la logique d'exploitation par celle de la coopération. L'exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation des animaux par l'homme, l'exploitation des ressources de la nature par l'homme, à chaque fois, ce sont les mêmes logiques de domination et de profit égoïste qui sont en place. Et au rêve, on pense qu'il faut combattre toutes les formes d'exploitation avec la même force, car elles participent du même esprit destructeur. Le marxisme est un combat pour les plus faibles, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, pour ceux que le sort a placés du mauvais côté. C'est un combat pour la justice, pour la solidarité, pour le partage, pour l'équité. Marx a parlé des ouvriers, des travailleurs. Et nous en parlons aussi au rêve, car le rapport que nous entretenons avec le travail, c'est un sujet majeur chez nous. Au passage, je précise que nous sommes pour une réduction du temps de travail à 28 heures hebdomadaires et pour un revenu universel. Mais c'est vrai que nous, on n'arrête pas notre réflexion aux seuls humains. On l'étend à toute parcelle de vivants et en particulier à tous les animaux victimes des élevages et des abattoirs, victimes de l'obsession du profit qui transforme les individus en marchandises. Au rêve, soyons clairs, on n'a pas d'ambiguïté, pas d'état d'âme sur la question économique, nous sommes antilibéraux. Nous sommes favorables à un plafonnement des revenus, par exemple, et à beaucoup d'autres choses que Marx aurait sans doute soutenues. Alors, il serait exagéré de placer Karl Marx, qui est un productiviste, parmi les écologistes, mais on trouve quand même dans ses écrits la conscience déjà des dangers de la surexploitation de la terre. Il y a aussi un autre point chez Marx qui nous parle au rêve, c'est son internationalisme. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous, clamait-il. L'internationalisme, la méfiance à l'égard des nations, c'est déjà la reconnaissance d'un destin commun à tous les humains, quel que soit le bout de la planète qu'ils habitent. Et là aussi, Marx avait vu juste. Un ordre mondial fondé sur la compétition entre les États n'a plus aucun sens. Au contraire, seule la coopération à différents échelons internationaux peut rendre possible des comportements vertueux aujourd'hui indispensables. Et la défense du vivant ne peut pas se faire sans cette coopération. Et cela nous amène aux baleines. Alors, vous voyez pas le rapport? Le rapport, c'est simplement que ce sont les baleines qui ont été les bénéficiaires de la première forme de coopération mondiale en matière de défense de l'environnement. C'est en 1946.
La guerre froide n'avait pas encore commencé, et même si l'URSS était une grande puissance baleinière, la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine avait été signée, ratifiée par la vingtaine d'États souverains de l'époque, et ça avait posé les bases de la régulation internationale en matière d'environnement, que ce soit pour le meilleur, avec la mise en place de structures indépendantes, dotées de moyens humains et scientifiques, ou pour le moins bon aussi, puisque les sanctions restent administrées par les États contractants, donc relativement soumises à leur bonne volonté. L'Europe a donc évidemment un rôle crucial à jouer dans la défense du vivant. Aujourd'hui, la défense de l'environnement et le développement durable figurent explicitement dans les objectifs des traités. Que ce soit au nom de la santé publique ou de la préservation des écosystèmes, la Commission européenne s'est saisie des dossiers environnementaux dès les années 70, et puis elle est devenue aujourd'hui un moteur essentiel dans l'adoption d'une réglementation contraignante à l'échelle continentale pour améliorer la qualité de l'eau, première directive en 75, protéger les oiseaux migrateurs, directive de 79, protéger la qualité des sols, première directive en 85, conserver les habitats naturels, première directive en 92, réduire les déchets avec une directive cadre en 2006, ou encore réglementer les substances chimiques avec le célèbre règlement REACH en 2006. Mais, c'est vrai, c'est aussi au niveau européen que de grandes décisions regrettables sont prises, imposées, le productivisme de la PAC, les pesticides, les engrais chimiques, les biocarburants, tout ça aussi, bah oui, c'est l'Europe. La défense du vivant passe donc par Bruxelles, mais elle ne s'y limite pas. L'Europe n'est qu'un début, parce que notre monde est aujourd'hui un monde de flux, des flux qui ignorent les frontières, flux financiers, flux d'informations et d'images, flux microbiens et viraux, pollution, fuite et rejets radioactifs, réseaux de communication et de télévision, flux des hommes et des marchandises. Les frontières tentent maladroitement de se fermer aux vagues migratoires nées de la pauvreté et des guerres, au lieu d'en accompagner avec intelligence et générosité le mouvement nécessaire. Les crimes sont aussi globaux. Terrorisme, crimes contre l'environnement, activités mafieuses, délinquance sur Internet, piraterie sur les mers. Dans la mesure où les risques que nous courons n'ont plus de frontières, l'échelle de l'État-nation perd une grande partie de sa pertinence. Au rêve, nous voulons donc tirer toutes les conséquences pratiques, politiques de la communauté de destin qui unit tous les humains, indépendamment des frontières. Des frontières qui, de toute façon, nous en sommes persuadés, disparaîtront un jour. Mais c'est une autre histoire. Merci.